Merci. Je crois qu'on va passer à la présentation suivante. Donc, un an de plus, 2013, un livre collectif cette fois et une entreprise collective dirigée par Hugues Marchal et qui va nous présenter à la fois cette entreprise et ce livre intitulé Muse et Ptérodactyle, la poésie de la science de Chénier à Rimbaud. Sous ce titre, représenter un genre, comment, pour qui, pourquoi. Très bien, merci Marielle. Merci à mon tour, je remercie vivement Antoine Compagnon pour cette invitation, donc pour vous présenter cette anthologie. Je suis extrêmement ravi de l'ordre qui me fait passer après William. Je vais en reparler puisque William vient de présenter les anthologies en machine à détourner les choses et à créer des moignons, ce à quoi j'adhère pleinement. Et donc je vais commencer par m'empresser d'avouer, mais vous le savez déjà, que je ne suis pas réellement l'auteur de cet ouvrage. Cet ouvrage est, donc voilà sa couverture, et c'est bien un ouvrage collectif. Il a impliqué 9 autres contributeurs, et il est issu d'un programme de recherche que l'ANR a financé de 2007 à 2010, et ce programme incluait encore d'autres contributeurs que je ne pourrais pas nommer ici. Alors, ce volume constituant par ailleurs une anthologie, il va de soi qu'aucun d'entre nous, aucun de ses contributeurs, n'a signé la part majoritaire du contenu. Tout au plus avons-nous présenté une sélection de textes relatifs aux relations que science et poésie ont entretenues au XIXe siècle. Nous avons donc choisi cette position confortable dans laquelle nous laissons d'autres dire pour nous, avec, et j'y reviendrai également, la dimension de censure qu'il faut accepter pour sa propre parole. Et se laisser dire, William vient de le montrer, implique un danger de faire dire au texte plus ou peut-être autre chose que ce qu'ils veulent dire, à commencer par cette démarche qui consiste à se saisir d'un texte pour en faire le représentant d'un genre, ce qui ne va pas de soi, qu'un texte puisse représenter davantage que lui-même. Enfin, un auteur, c'est quelqu'un qui étymologiquement augmente ce qui existe. Or ici, il faut bien reconnaître qu'à bien des égards, nous avons tenté de faire du neuf avec du vieux, et d'élargir un corpus qui est celui du XIXe siècle, mais à partir de ce que j'avais appelé, avec beaucoup de franchise dans l'introduction, des vieilleries de grenier. Voilà. Alors, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, William, oui, effectivement, toute anthologie est une pratique hautement problématique pour deux raisons clés. D'une part, c'est une pratique de destruction des textes. La plupart des textes présents sont des extraits qui sont donc coupés de leur contexte, de leur corps initial. Et tout anthologiste est un Frankenstein en puissance. Nous créons des monstres, ce qui est toujours un premier problème, y compris du point de vue de la philologie. Et le second problème, c'est que nous entendons malgré tout, enfin nous avons entendu dans ce projet, malgré tout, utiliser ce processus pour faire exactement ce que tu souhaites faire, William, c'est-à-dire opérer une défamiliarisation et une reconfiguration du terrain de jeu. Alors pourquoi ? Parce que Muse et Ptérodactyle, et c'est un dernier point, n'est pas un essai à proprement parler. C'est peut-être ce qui distingue cet ouvrage de tous les autres textes qui sont présentés aujourd'hui. Et pour la même raison également, ce n'est pas un ouvrage universitaire à proprement parler. Nous avons tenté de toucher par ce biais, là encore j'y reviendrai, ce qu'il convient d'appeler un large public. Donc défamiliarisation d'abord des auteurs, pas seulement parce que le motif choisi nous entraînait sur un terrain hautement problématique pour nous, qui est celui de l'histoire des sciences, avec le risque de conflit qu'il pouvait y avoir face à d'autres spécialistes, mais aussi parce que nous quittions une certaine zone de confort pour tenter de produire un ouvrage destiné à différents publics. L'ouvrage, toutefois, même malgré toutes ces affirmations de retrait, est bien porteur d'une thèse, et d'une thèse iconoclaste. Il affirme qu'une part entière de la poésie du XIXe siècle a été oubliée, qu'elle n'aurait pas dû l'être, et que cette poésie est caractérisée par son désir de traiter les sciences. Et ce désir, avons-nous voulu montrer, a conduit les auteurs du XIXe siècle à la production d'un corpus extrêmement vaste, extrêmement dense, extrêmement complexe, que nous avons pu comparer à un continent oublié. Ça nous a dès lors mis dans une position difficile d'arpenteurs mal équipés pour, à 14, tenter de saisir cet ensemble.
Second point, ce corpus a nourri lui-même un intense débat esthétique et sociopolitique auquel ont participé, et j'y insiste, les plus grands écrivains et savants de l'époque. C'est-à-dire que nous nous sommes retrouvés face à un objet, c'est pour ça qu'il nous a intéressés, qui posait directement la question du minorès, de l'oubli, du plus minuscule, du plus insignifiant dans la production d'une époque, mais également d'enjeux absolument majeurs. L'un de ces enjeux étant tout simplement la constitution de la modernité elle-même, si du moins on en croit Paul Bourget, qui à propos de Lecomte de Lille écrit « La question des rapports de la science et de la poésie s'est trouvée étroitement liée à celle de l'art moderne ». C'est une citation que nous avons trouvée au cours de notre route, elle n'était pas notre point de départ, mais elle fait partie de ces éléments qui nous ont confortés dans l'intérêt de procéder à une sorte de coupe du XIXe siècle que l'on pensait si bien connue, à travers donc cet objet transformé presque en couteau pour obtenir une vue différente du siècle, qui était l'articulation de la poésie et de la science. Alors pourquoi choisir de produire une anthologie? Après tout, ça ne va pas de soi, l'anthologie a bien des défauts. William l'a souligné, me facilitant le travail, donc je peux enchaîner sans difficulté. Alors comme nous l'avions signalé dans l'introduction, cet ouvrage est une histoire, propose une histoire des vaincus de l'histoire littéraire. Une histoire d'auteurs largement oubliés, donc d'un continent, si l'on veut, Nouvelle-Atlantide, qui aurait entièrement disparu, lavé par l'océan de l'histoire littéraire qui n'en a gardé au mieux que des îles. Parmi ces vestiges émergents, je vais en signaler deux d'abord, qui ont guidé aussi un petit peu notre intérêt, ainsi que la manière dont nous avons pu défendre la demande de financement de ce projet auprès de l'Agence nationale de la recherche. Un point de départ donc nous sommes partis de la période révolutionnaire à cause d'une première figure, celle de Jacques Delille, poète égalé aux plus grands auteurs français et aux plus grands poètes contemporains de son temps, dont des témoignages montrent entre autres que ces ouvrages, qui donc traitaient pour beaucoup de sciences en poésie, ont été dans les années 1800 à 1808 de véritables best-sellers, avec des chiffres de vente qui frôlent toute proportion gardée ceux d'Harry Potter aujourd'hui. Et d'autre part, autre événement, autre petit détail, le fait que le premier prix Nobel de littérature en 1901 ait récompensé Sully Prudhomme, qui n'est pas que l'auteur du Vase brisé, mais qui est l'auteur également d'une poésie qui a largement dialogué avec les sciences. Dernier point encore, dernier petit vestige, eh bien, des passages épars du canon, certains des passages les plus connus, parmi lesquels on pourrait citer La peau de chagrin, où Balzac déclare que Cuvier est le plus grand poète de son temps. Pourquoi? Avec quoi dialogue-t-il lorsqu'il dit cela? Ou encore Madame de Staël, qui, donc, sous l'Empire, va prendre la peine d'expliquer qu'un texte qui parle de science, en l'occurrence de chimie, dit-elle, ne peut pas être un poème. Elle appelle cela un tour de passe-passe en termes de poésie. Chateaubriand, qui dans Le génie du christianisme prend à son tour la peine de dire que la science désenchante le monde et qu'en cela elle ne peut rien avoir à voir avec la poésie. Ou encore tel passage d'un poème de Rimbaud, ce qu'on dit au poète à propos des fleurs, où le locuteur enjoint Banville à mieux connaître sa botanique. Il y avait là un ensemble à reconstituer totalement, parce que cet ensemble n'avait plus d'existence pour la conscience contemporaine, de sorte que nous nous sommes retrouvés dans une situation assez proche de quelqu'un qui viendrait dire qu'on n'a jamais marché sur la Lune. Les réactions préalables n'ont pas été des plus enthousiastes, elles sont allées de l'incompréhension. Comment voulez-vous qu'une alliance puisse être possible entre science et poésie ? Un problème lié à l'absence de repères scolaires. Nous parlions aussi d'auteurs largement sortis des manuels. Et puis, ces réactions sont allées jusqu'à un dédain poli, où on nous demandait, mais pourquoi donc nous voudrions travailler sur des textes qui ne pouvaient, par définition, être que mauvais, ce qui m'a valu un certain nombre de regards désolés de collègues se disant que j'étais perdu à jamais pour l'histoire littéraire. Donc, le problème et le défi que nous avions était donc de produire à nouveau, au jour, un corpus primaire, et donc un corpus inconnu, et de le présenter au public selon une problématique qui, dès lors, a été quasi muséographique. Il nous a fallu faire une sélection, un travail de collecte, puis de choix dans ces objets, ensuite procéder à des agencements, prévoir des circulations au sein de cette anthologie, un petit peu comme on construirait des salles et des parcours potentiels pour le visiteur,
Réfléchir enfin à la place du discours critique qui, nous semblait-il, devait être limité, à nouveau à l'image d'une exposition. On peut avoir un texte de présentation sur un mur, quelques cartels pour donner des renseignements. Et cette démarche engageait un certain nombre de choix. D'abord, le choix de s'en tenir à une définition volontairement vague du genre que nous avons convenu d'appeler la poésie scientifique. Et on peut dire avec René Guil, je suis ici une définition du poète René Guil qu'il donne au début du XXe siècle, que nous avons décidé de nommer poésie scientifique tout poème prenant thème en les connaissances d'alors. Et la raison de ce vague terminologique ou définitionnel était précisément de tenter d'éviter au moins en partie ce que William soulignait, c'est-à-dire le paradoxe qu'il y a à chercher un objet en ayant déjà défini les critères qui permettraient de le trouver. Donc voilà pour ce premier choix. Le second choix tient à la façon dont nous avons finalement perçu ce qu'était un genre. Le texte, cela a été remarqué par tous les critiques, l'anthologie propose beaucoup plus que des poèmes scientifiques. Nous avons mêlé à ces poèmes scientifiques d'autres textes qui peuvent être internes ou externes au champ poétique lui-même. On trouvera donc dans le volume des parodies, des débats relatifs aux places que science et poésie devraient avoir dans la société. On a fait une place également à des formes rivales, qu'en particulier celle du roman. De manière générale, nous avons donc traité la poésie scientifique comme une sorte de métacatégorie, un genre problématique, traversant d'autres genres, traversé par d'autres genres, où se trouvaient à la fois des textes littéraires et des textes relevant sans aucune hésitation de la paralittérature, notamment des textes didactiques, voire des poèmes scolaires, des textes donc sans ambition esthétique. Et également, nous avons tenté de préserver quelque chose qui était de l'ordre de l'intense variété des textes que nous pouvions trouver, notamment en termes de forme, des poèmes longs, des sonnets, etc., ont été proposés. De sorte qu'on pourrait dire qu'ici, le genre a été traité comme une sorte d'entité productrice de textes qui peuvent rentrer dans ce genre, mais également être des textes évoquant ce genre ou les problématiques du genre. Et enfin, nous avons voulu prendre en compte 3 publics simultanés, le grand public, l'historien des lettres, c'est-à-dire nos collègues, mais également l'historien de la société et des sciences, et cela a supposé notamment, dans le making-of de cette anthologie, des consultations auprès d'un certain nombre d'historiens des sciences, comme Pascal Duris notamment, qui ont eu la gentillesse de se plier à nos questions, on a très, très vite rendu compte que nos questions étaient une bêtise insondable, mais on corrigeait donc les erreurs que nous pouvions avoir. L'un des soucis que nous avions étant que cet ouvrage puisse être reçu également du côté des historiens des sciences, ce qui nous a permis aussi de comprendre que la poésie scientifique avait cela de joli, qu'elle n'avait pas de spécialiste dans aucun des deux champs littéraires ou scientifiques, ce qui faisait que toute réunion de travail autour de ce genre n'était jamais qu'une réunion d'incompétence. Il me semble que reconnaître son incompétence, c'est le premier élément pour travailler correctement sur des textes. Et enfin, dernière question, à partir du moment où nous avions fait le choix donc d'un réagencement, d'une sélection de ces textes, eh bien, il nous a fallu penser au montage et à la façon dont un montage, un réagencement, peut donner à penser. Alors bien sûr, ce sont posées ici différentes questions, l'une d'entre elles étant celle de l'objectivité. Sommes-nous objectifs quand nous donnons à lire un texte en tant que tel? Quelle est la part de subjectivité qu'il y a déjà dans le choix de son entourage, dans le choix du découpage, etc. Alors, le résultat, avouons-le tout de suite, a été tout à fait obèse. Et alors, je rends ici hommage au Seuil qui, non seulement ne nous a pas demandé de couper des textes, mais en plus, devant nos remords, a accepté qu'on en rajoute encore quelques-uns. Obèse, puisqu'il plus de 210 textes y sont présentés, l'ensemble formant 660 pages, le plus souvent en double colonne. Nous avons eu un reproche sans doute mérité, qui était que tout cela a été écrit trop petit. Et nous y avons ajouté également des images. Mais tout cela n'en est pas moins le résultat d'une forte sélection et repose sur ce qu'on pourrait appeler une économie du discret ou de la discrétion. Alors pourquoi une économie du discret ou de la discrétion? Eh bien parce que, évidemment ici, comme dans toute sélection, nous confronte à un problème épistémologique qui est celui de la pars pro toto, c'est-à-dire de la capacité d'un texte choisi, d'un morceau choisi à valoir pour le tout. Et je dois l'avouer, Pierre Bayard, une anthologie n'est jamais qu'un outil pour permettre à des gens de parler de livres qu'ils n'auront pas lus. C'est assez évident. Et il s'agissait bien aussi de notre propos, permettre à des gens de parler de livres qu'ils n'auront pas lus, pour le dire autrement, reconstituer cette poésie scientifique en objet d'un discours possible auprès de non-spécialistes. D'autre part,
Eh bien, bien évidemment, alors je voulais vous montrer les chapitres, mais ça n'a pas d'intérêt finalement. Nous étions confrontés à une masse documentaire considérable, hein, c'est vraiment des dizaines et des dizaines de milliers de pages, et il fallait donc que nous décidions comment nous allions traiter ces documents. Et qu'est-ce finalement qu'une anthologie? Il s'agit de faire une ponction dans cette masse documentaire, et la question qui se pose immédiatement, c'est de savoir si cette ponction prend un statut de monument. Nous avons souhaité éviter ce caractère monumental et nous sommes donc résolus, bien malgré nous, mais quand même pas tant malgré nous, puisque c'était nous malgré tout qui décisions, à faire figurer quelques textes qui se distinguent par leur caractère profondément exécrable. C'est-à-dire qu'on a essayé aussi de choisir, certains textes sont extrêmement mauvais, et mauvais insauvables, mais pour aussi essayer de rendre compte du fait que la masse, évidemment, de ces textes, un peu à la manière d'un chalut, est profondément mauvaise. Et je rêve d'en avoir fini avec cette poésie scientifique, car je rêve d'arrêter de passer mon temps à lire des textes monstrueusement mauvais. Mais fallait-il les montrer ou non? Après tout, quand on fait une anthologie sur la poésie du XXe siècle, on ne choisit pas les mauvais poètes, mais nous avons choisi de montrer quelques-uns de ces mauvais poètes pour donner des gages, avouons-le aussi, à ceux qui pensent que toute rencontre entre poésie et science doit être mauvaise. Et si on pense que poésie et science forment un alliage forcément mauvais, il faut bien qu'on ait des preuves pour le dire. Donc peut-être que c'est ces textes mauvais qui ont été lus en majorité. Mais en même temps, évidemment, pour le reste, nous choisissions des textes que nous proposions à la collectivité comme monument possible, comme grande œuvre. Donc il ne faut pas ignorer cela, et on se retrouve, tout contestataire que l'on soit, à vouloir construire une sorte de contre-canon, ce qui pose aussi d'autres difficultés. Second problème, il nous a fallu quand même décider de la part que nous donnions dans notre ouvrage à des textes qui étaient bien reconnus comme des monuments. Je vous ai parlé de Madame de Staël, de Chateaubriand, j'aurais pu parler de Victor Hugo, je vais parler de Rimbaud, Verlaine, etc. Il est évident que nous sommes parfois accrochés à ces grands noms comme à des bouées qui nous permettaient de sortir de la masse des inconnus. Ils sont donc présents, à des fins de stricte rhétorique. Nous voulions prouver que la question était absolument centrale et quel meilleur moyen de le prouver que de faire figurer les auteurs les plus connus. Mais il s'agissait aussi d'un texte d'une démarche en partie pédagogique. Je pense qu'il est difficile de présenter à un public quelconque une masse vraiment de milliers de textes inconnus sans permettre à ce public de faire des liens avec ce qu'il connaît déjà. C'est un paradoxe qui a été souligné notamment par Judith Schlanger, qui a réfléchi à la manière dont le connu permet de connaître l'inconnu. Et malgré tout, nous avons donc cédé à ces travers qui ont été bien signalés par William. J'avoue que nous avons détruit certaines œuvres, et notamment à mon grand regret, il se trouve que parmi les plus beaux poèmes scientifiques que nous avons pu trouver, car certains sont magnifiques, je pense notamment à ceux de Delille, on a là des textes très longs qui viennent avec des notes. C'est le cas des Trois règnes de la nature de Delille, qui a été publié en 1808, et ce texte est un texte qui me fascine, j'en reparlerai un peu après, parce que les notes ont été faites par les plus grands savants du temps, notamment Cuvier. Donc je pourrais dire, et c'est d'ailleurs une production qui vient d'ici, c'est une production du Collège de France, en fait, ces Trois règnes de la nature. Et Delille et Cuvier étaient à ce moment-là professeurs ici. Donc toute proportion gardée, c'est un texte qui aurait pour équivalent aujourd'hui un poème réalisé par un prix Nobel et commenté par un prix Nobel de sciences. Et ce type d'objet n'existe plus. Or, ces notes étant considérables, nous ne les avons pas reproduites. Donc ici, je confesse le travail de moignonnage, pourrait-on dire, et je bats ma coude. Alors, je parle et je parle beaucoup trop. Je voulais vous parler un tout petit peu de la façon dont nous avons tenté d'organiser l'anthologie elle-même autour donc de problématiques de montage, de mise en relation. L'idée importante pour nous était de montrer que cette production est considérable, non seulement par elle-même, mais aussi parce qu'elle s'est ancrée dans un large faisceau interdiscursif, d'où le choix de chapitres qui mêlent constamment des poèmes inscrits dans le genre, mais aussi des textes extérieurs, critiques, romans, programmes scolaires, etc., avec différents supports. Et je voudrais vous donner simplement quelques pages à partir d'images pour voir comment ça fonctionne. Donc autour de tel poème de Delille, nous avons reproduit une image de la machine qui est décrite dans ce poème, à des fins d'explication, mais aussi pour renforcer le propos de Delille, qui souligne lui-même qu'il ne va pas de soi de parler d'une telle machine dans un poème en alexandrin. Ou ici, on a un texte de Jarry, face auquel nous avons reproduit là encore une image, pour une autre raison, c'est que le
texte est incompréhensible quand on ne voit pas précisément de quel objet parle Jarry. Ici, on parlait donc de diversité de supports, du lieu du littéraire ou non. Vous avez sur enfin, reproduit en entier sur une seule page un manuscrit de Ampère qui montre que Ampère prenait des notes, enfin, et composait des poèmes à côté de ses notes scientifiques, et de l'autre côté, pour montrer la variété de supports, un texte qui est un texte publicitaire, cette fois-ci recopié. C'est une petite publicité pharmaceutique en vers, car nous avons donc mêlé des éléments extrêmement variés. Alors, je voulais encore vous parler d'autres points, les limites du commentaire, le fait que faire une anthologie, c'est opérer un certain retrait et ne pas parler de certains textes, mais je n'en parlerai pas, parce que le temps tournant, je me rends compte, je voudrais plutôt ouvrir à présent sur un autre point. Ouvrir d'une part sur la réception de cette anthologie. Cette anthologie a globalement réussi au sens où nous avons touché les trois publics que nous souhaitions. Un public littéraire, enfin de spécialistes de lettres, le grand public, et un public qui est celui des historiens des sciences, à travers des comptes rendus, mais aussi les invitations que nous avons pu avoir les uns et les autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas non plus suscité des réactions. L'une des réactions, et elle est légitime, a été de nous reprocher de ne pas justement avoir fait assez universitaire, de ne pas avoir présenté une bibliographie, etc. Alors la raison pour laquelle cette bibliographie est absente, et Marielle, je dois te prévenir que je vais à mon tour dépasser de quelques minutes, mais je regarde bien le chronomètre, c'est que cette anthologie n'est elle-même qu'un moment dans un projet plus vaste, et au lieu de donner une postface, je préfère vous parler des suites en fait actuelles de ce projet qui n'est pas complètement terminé. Le troisième volet, il y a eu aussi les actes d'un colloque, et bon, je laisse de côté de très nombreux articles. Le troisième volet de ce projet EUTERP consistait à constituer une base de données, non pas de tous les poèmes scientifiques, mais des poèmes scientifiques qui ont pu être publiés sous forme autonome, c'est-à-dire sous forme de volume entier ou sous forme de plaquettes, donc en dehors de revues ou de poèmes isolés dans des recueils. Et ce sont des résultats que nous sommes en train de travailler avec une collègue qui s'appelle Muriel Loipre. Elle est dans une perspective qui est justement celle de Moretti, et donc c'est pour ça que je voudrais en parler un petit peu, parce que le nom est revenu plusieurs fois. Il s'agit ici en fait d'essayer de corriger un petit peu le biais justement de la sélection pour tenter d'appréhender le genre, non pas à travers des problématiques qui sont celles de la représentation, c'est-à-dire de choisir des textes représentatifs, mais au contraire essayer de se donner des représentations visuelles de ce que pourrait être l'ensemble du genre. Alors, il s'agit donc pour nous de combiner une perspective qui est celle de distant reading de Moretti, mais également donc notre perspective de close reading des textes. Et cette base de données, nous l'avons utilisée pour tenter de faire apparaître, par donc ce qu'on appelle des data visualisations, des tendances et des questions qu'il aurait été impossible de repérer ou de régler autrement. Alors vous avez ici un schéma qui est un petit peu ancien, mais qui montre les rythmes de parution sur toute la période étudiée. Et ce qui apparaît immédiatement, c'est que loin de décliner après un apogée sous l'Empire, ce qui était la thèse que nous voulions contester, la production reste globalement supérieure jusqu'aux années 1890. C'est-à-dire que cette poésie scientifique n'est pas une forme qui meurt avec l'Empire, bien au contraire, elle a irrigué le 19e siècle. Donc on voit très très bien, d'autre part, que son pic le plus marqué intervient pendant la pleine période d'émergence du romantisme et lui résiste. Le premier trait pointillé vertical correspond à peu près à la publication des Méditations de Lamartine, alors que c'est à ce moment, dans les années 1835, que Sainte-Beuve va conclure à la mort complète du genre, ce qu'il appelle la mort de l'école de Delille. Alors, on aurait pu montrer que cette massification ne correspond pas à la présence d'auteurs majeurs, notamment que les grands auteurs que je vous ai cités tout à l'heure, Delille ou Prudhomme, ceux qui ont été reconnus, correspondent en fait à des périodes de moindre correction, mais on peut également construire tenter de créer des scansions chronologiques autres, notamment à travers les thèmes, parce qu'on s'est rendu compte que les orientations thématiques des poèmes étaient extrêmement différentes. Vous voyez très très bien, la période impériale est massivement orientée vers les sciences de la vie, et sans surprise, la période 1841-52 est massivement orientée vers les arts de l'ingénieur. On est au moment des grands poèmes sur la vapeur, sur l'industrie, etc. Alors,
Donc on peut également se poser d'autres questions et le but en fait de cette partie du projet est d'utiliser, je vais très vite, hein, mais je pourrais répondre à des questions plus tard, et d'utiliser le cas de la poésie scientifique pour tenter de généraliser ce cas d'espèce à la question des dynamiques des genres. Nous sommes passés progressivement d'une enquête sur la mort d'un genre à une enquête sur la dynamique des genres, puisqu'il est bien clair que notre genre ne meurt pas pendant la période qui nous intéresse. Et par exemple, nous nous posons des questions très simples. Celle-ci, par exemple, est-ce qu'un genre vieillit, devient vieillot quand ses créateurs vieillissent? Et la ligne qui est indiquée, la ligne orange, montre en fait qu'au cours du siècle, on a une sorte de progression normale de l'âge des auteurs. Ils prennent 10 ans, mais ça correspond à peu près à l'espérance de vie, donc c'est pas très significatif. Vous voyez que certains cadres permettent en revanche de mettre en regard, en comparaison, des moments où on a des auteurs de tous les âges et des moments où, au contraire, on a des auteurs beaucoup plus âgés. À contrario, on peut se dire qu'un genre vieillit, au contraire, quand il n'est plus pratiqué que par des auteurs très jeunes, ce qui est le signe qu'il est un genre scolaire et que les auteurs cessent de le pratiquer ensuite. Donc voilà un peu le type de questions qu'on peut se poser. Et j'en viens à un dernier point, une autre forme de folie dans l'envie de tout saisir dont parlait William. Un autre projet qui est une suite en fait de celui-ci est un projet autour de la personne de Delille lui-même. Et cette fois-ci, donc, il s'agit d'un projet qui s'appelle Reconstruire Delille, qui est en cours en ce moment à l'université de Bâle. Il s'agit à la fois d'éditer pour la première fois les œuvres de Delille, ce qui est tout à fait traditionnel, mais essayer aussi de comprendre finalement ce qu'a été la figure de Delille à travers le XIXe siècle, parce que ce qui nous a frappé en travaillant sur la poésie scientifique, c'est l'omniprésence du personnage, qui est aujourd'hui quasiment oublié. Donc nous travaillons notamment à établir on tente de cartographier tous les réseaux et la réception de Delille. Et ici, vous voyez par exemple comment Flaubert, en fait, cite Delille, ce qui est quand même singulier, dans Madame Bovary, dans les dossiers de Bouvard et Pécuchet, dans Par les chants et par les grèves, dans la préface aux dernières chansons, ce qui forme quand même une bonne partie du corpus, et tout n'est pas encore présent. Et enfin, ça c'est un travail qu'on mène avec les étudiants, parce que la recherche c'est des livres, mais c'est aussi un travail avec les étudiants. Il s'agit de faire ce qu'on a appelé une tentative d'édition inverse d'un poème de Jacques Delille. On travaille généralement dans la philologie, bien évidemment, à identifier quand on le peut les sources d'un poète. Ici, nous essayons au contraire d'identifier les impacts d'un poème. Donc vous avez ici un petit extrait d'un moment où Delille parle de géologie. Et si on cliquait par exemple sur le vers 220, on arrive ici, c'est un travail en cours, à voir où il est cité. Tout ce travail n'est possible qu'à cause de Gallica, de Google Books et des recherches qu'on peut faire en ligne. Donc on voit qu'il a fait l'objet de citations ou de parodies. L'une des citations, c'est la première, est celle d'un vulgarisateur qui s'appelle Aubert du Petit Thouars. Et il m'a beaucoup intéressé parce que Aubert explique que c'est en lisant ce vers de Delille qui parle d'un grain de sable, en disant qu'on peut voir toute l'histoire de la Terre dans un seul grain de sable, qu'il a pensé à la possibilité d'écrire des livres de vulgarisation où toute une science serait résumée autour d'un petit objet. Or, il s'avère que c'est l'un des grands modèles de la vulgarisation du 19e siècle. Puis un autre exemple, et j'en terminerai ici, je vous parlais aussi du canon. Eh bien, chose frappante, on découvre que dans la Comédie de la mort, Théophile Gautier, qui a passé beaucoup de temps à railler Delille, à se moquer de lui, n'hésite pas à reproduire, c'est le 4e vers qui est là, un vers entier de Delille, Éponge, Polypier, Madrépore, Corot, dans un poème qui est déjà un poème, on va dire, pré-parnassien. Et toute la question qui se pose ici, évidemment, est de savoir dans quelle mesure on a un pastiche, une réminiscence ou un clin d'œil. Voilà. Et je m'arrête ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va se donner une douzaine de minutes de discussion, ce qui nous laisse quand même pas mal de temps. Peut-être moi, j'aurais deux ordres de questions. Je vais les poser tout de suite pour ne pas perdre de temps. La première qui est très frappante dans la présentation du propos, c'est l'interrogation qu'on peut avoir sur le type d'objet qui se prête à un travail collectif, parce qu'on a eu affaire jusqu'à présent à la présentation et à la discussion de travaux qui sont souvent des travaux individuels, fortement marqués aussi par une dimension individuelle, d'écriture, d'engagement d'une voix, etc. Et ici, il est question d'un projet collectif, d'un projet financé, d'un projet orienté vers une publication des publics, de la constitution d'un corpus de bases de données. Donc voilà, ma première question portait là-dessus. Est-ce qu'il y a des types d'objets et des styles de savoir, disons, qui sont appelés à
à se développer, à être favorisée par la transformation de l'organisation de la recherche et de ses modes de financement, en fait. Et puis la deuxième question, elle porterait vraiment beaucoup plus directement sur l'objet. Qu'est devenue la poésie pour que se périme à ce point le sentiment qu'elle a quelque chose à dire de la science, qu'elle a quelque chose à voir avec la science, qu'elle a une sorte de dignité intellectuelle. Voilà, qu'est-ce qu'il y a... On imagine bien la façon dont on pourrait décrire ce qu'est devenue la science pour que la poésie n'ait plus rien à y faire, mais qu'est devenue la poésie pour qu'on... Alors, je vais répondre à la première question d'abord, Maria, parce que c'est la plus facile. Je vais botter en touche en disant que là, il faut regarder le livre, en fait, parce que c'est un petit peu trop long. Je prendrai plus que les 12 minutes pour répondre. On a émis, en fait, une série d'hypothèses. Donc, l'ouvrage... disons, présente au départ une sorte de vision, c'est cette poésie scientifique dans et tout ce qui lui permet de vivre et de bien vivre et qui lui permettrait de continuer en fait à traverser le siècle sans difficulté, c'est-à-dire ces enjeux esthétiques, ces enjeux de mise en culture des sciences, la place absolument centrale qui est la sienne. L'histoire de cette poésie, une manière de te répondre, c'est que l'histoire de cette poésie scientifique est celle de la République des lettres. C'est-à-dire qu'en fait, on avait pensé au départ intitulé, on a parlé de titre précédemment, le titre qu'on a très longtemps voulu imposer pour l'anthologie, c'était Épines et fleurs, à cause d'une formule de Voltaire qui dit dans l'encyclopédie que les gens de lettres sont ceux qui maîtrisent un domaine qui va des épines des mathématiques aux fleurs de la poésie. Et ce qui nous permettait de montrer à quel point ce genre a pu être central dans un certain régime des lettres, et on pourrait dire qu'il meurt de cette dissociation-là. Ensuite, l'anthologie essaye d'affiner cela considérablement, notamment pour ne pas reprendre le thème assez simpliste, à mon sens, de la guerre des lettres et des sciences, ou encore des deux cultures, tel qu'il s'est développé, qui me semble-t-il est trop simpliste. En tout cas, il y a eu un oubli qui a été concerté peu à peu, et ce que nous avons voulu faire revivre, finalement, c'était pas seulement les œuvres mêmes, mais bien le débat, bien ce débat-là aussi, qui est représenté à l'intérieur. Et en guise de petit codicile à ce que je venais de dire, quand on montre des statistiques pour montrer à quel point cette poésie a été pérenne, vivante, ça ne veut pas dire que Sainte-Beuve avait tort quand il dit en 1835 qu'elle n'existait plus, pour la bonne raison que Sainte-Beuve n'a pas fait de data visualisation et qu'il serait absurde de lui reprocher de ne pas en avoir fait, ou encore parce qu'il peut y avoir des jugements qui sont en ordre d'absence d'auteur canonique ou de réussite, etc. Disons que cette poésie scientifique n'arrive pas, et c'est peut-être ce qui est singulier en tant que genre, elle est un genre qui n'arrive pas à se constituer une tête. C'est-à-dire que chaque tête est constamment décapitée, chaque réussite est déclarée comme un échec, ce qui fait qu'il n'y a pas de constitution de modèle et qu'on en revient sans cesse à des modèles plus anciens. Bon, quand on regarde ce qui se passe au XXe siècle, le dernier chapitre fait cette ouverture, on voit que chez des poètes très tentés par la science, comme Claudel par exemple, le seul modèle disponible c'est celui des grands anciens. Et donc on va avoir l'idée qu'il faut repartir à Lucrèce, réussir à refaire Lucrèce ou refaire Virgile, etc. Comme si tout ce qu'il y avait entre n'était pas venu. Il y a là sans doute aussi une problématique de la modernité, puisque l'histoire littéraire a parfaitement accepté l'idée d'une poésie scientifique renaissante, après les travaux d'Albert-Marie Schmitt, mais n'a pas étendu ce travail-là jusqu'à des formes plus récentes. Donc voilà, je ne développe pas ce point-là parce que ce serait un petit peu trop long. Quant à ta première question, alors oui, évidemment, ce type de projet n'aurait pas été faisable sans être mené de manière collective. Même si, bien entendu, on voit vite les limites de l'idée qu'on puisse parler de livres sans les avoir lus, puisqu'à la fin, on se met quand même à les lire, ces fameux livres, et à se dire on se répartit les choses, finalement on échange, on va voir d'un peu plus près, etc., ce qui se passe. Alors pour la question du mode de financement, ici je récuserai un petit peu la chose pour la raison suivante, qui est qu'en 2007, c'était un projet jeune chercheur et c'était, je crois, le deuxième appel simplement qui avait été fait. C'est Dominique Simon qui avait attiré mon attention sur cet appel à projet. Et dès lors, il n'y avait pas vraiment de modèle où on pouvait se dire oui, pour obtenir un projet de recherche, il faut faire des bases de données, il faut
faire de l'interdisciplinaire, etc. On n'a pas été influencé dans ce sens-là. Mais il est évident, je crois aussi, que il faut des moyens qui soient des moyens financiers pour organiser des rencontres régulières, pour pouvoir débloquer de l'argent, notamment, oui, pour mener ce type de base de données, etc. Et si je peux me permettre une remarque un tout petit peu polémique, je ne sais pas s'il y a qui que ce soit de l'ANR aujourd'hui, l'argent, on n'en a pas besoin pour faire des colloques, on en a besoin pour financer des réunions régulières qui sont le type de réunion où 15 personnes s'enferment dans une salle une fois par mois et discutent d'un travail. C'est là que l'argent est nécessaire. Et ensuite, tout peut suivre. Donc, en tout cas, je crois que un projet comme celui-là, dans sa nature collective, dépend, oui, de ces nouvelles structures de financement, mais j'aurais plutôt tendance à dire qu'il dépend essentiellement de la numérisation. En fait, c'est la numérisation qui nous a permis de faire des recherches dans des catalogues, de faire des recherches dans les textes eux-mêmes, de traquer des expressions dans Google ou à la BNF, comme poésie de la science, poésie chirurgicale, etc. Et donc de pouvoir très rapidement ne pas lire des textes pour ne garder que certains textes qui nous semblaient devoir être lus.